Nous restons en République démocratique du Congo où on évoquait donc l'inhumation d'Étienne Tshisekedi. Ambroise Kondjo, vous aviez la parole. Oui, je parlais de ce destin qui accompagnait ce monsieur qui a été inhumé la dernière fois. Je ne me focalise pas le destin divin forcément, mais je me dis que quand Dieu vous trace une voie, ça finit toujours par vous arriver. Il n'a jamais été président, mais il a été consacré au rang d'un plus qu'un président. Même Kabila n'a pas eu ce titan. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt penser à l'avenir du Congo. Tshisekedi, il est parti. Depuis, ça fait pratiquement 2 ans qu'il est parti. Il a été honoré la dernière fois. Maintenant, l'avenir du Congo est dans les mains du président Félix Tshisekedi et de ses alliés, notamment les Katumbi, peut-être Bemba bientôt, et qui encore, et certains chefs d'État de la sous-région. Et les gens ont peur. Ils ont peur pour son arrivée jusqu'au bon port. Mais moi, j'ai foi que s'il prend les choses, surtout ces directeurs de service de renseignement, les chefs de la police, ces histoires-là, quand il va arriver à les mettre au nouf avec la collaboration de Kabila, le gars peut y arriver au bon port. Parce que moi, c'est ce que je crains le plus. Je crains que ce monsieur puisse avoir des problèmes demain. Et des plans possibles. Parce que quand Kabila va comprendre que beaucoup de choses sont en train de l'échapper, il peut mettre ces machines terroristes en marche. Alors, quand Constant Lemou, Jean-Marc Kabound, qui est actuellement le patron de l'UDPS, a fait cette phrase: à l'instar d'un Gandhi, d'un Nelson Mandela, d'un Martin Luther King, le combat d'Étienne Tshisekedi était pour la dignité, la liberté, l'épanouissement de l'homme congolais. Mais est-ce qu'on peut mettre Étienne Tshisekedi au diapason de ces hommes-là qu'il a cités? Au niveau de la République démocratique du Congo et en Afrique centrale, on peut considérer cet homme au rang de ces icônes mondiaux. Sauf que, évidemment, on ne peut pas approcher Gandhi, Étienne Tshisekedi de Gandhi. Non, ce n'est pas possible. Ce rapprochement n'est pas possible. Mais il faut avouer que c'est un grand homme. Et les leaders, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Contrairement, c'est vrai, c'est par contrat social, oui, on devient chef, on devient président, mais ne devient pas président qui veut, mais qui est prédestiné. Il faut, pour avoir les qualités de président, c'est un peu mystérieux, c'est un peu spirituel, c'est divin. Quand nous prenons l'exemple du Togo, rien, même si d'une manière ou d'une autre, il fallait que ce soit un des fils du feu président Yadema qui soit, rien ne laissait présager que ce soit Faure Essozimna Gnassingbé qui soit président, parce que les enfants de feu président, ils sont très nombreux. Beaucoup étaient en vue, beaucoup plus que Faure Gnassingbé. Donc, bon, c'est un phénomène qui dépasse l'entendement humain, la raison humaine. Devenir président, devenir chef, ça dépasse l'entendement humain. Ça devient quelquefois un peu irrationnel. Mais lorsque Dieu décide que tel soit président ou non, bon, personne ne peut le contraire. Qu'on le veuille ou non, l'actuel président, oui, sa position actuelle a rehaussé un peu les obsèques, les hommages, c'est vrai. La seule fausse note que beaucoup d'autres aussi ont observé avant moi, c'est l'absence de Fayulu. En Afrique, on n'invite pas aux funérailles. Les présidents étrangers qui se sont rendus en RDC à cette occasion n'ont pas été invités par le président Félix Tshisekedi. Je crois avoir suivi sur une chaîne étrangère, notre président était annoncé, mais il n'a pas répondu. Ce n'est pas une invitation. Mais Fayulu aurait pu annoncer son arrivée à ces obsèques-là. Il aurait annoncé que des dispositions particulières dignes de son rang en tant qu'opposant auraient été prises si c'est une question de sécurité ou quoi. Mais son absence
Mais c'est aussi une question de s'il vient, il va être mis dans quelle loge? Il y a les chefs d'État quelque part, il se considère comme chef d'État. Où est-ce qu'on va le mettre? Et politiquement, ça le dessert. Donc, je crois que c'est... En réalité, son absence lui a beaucoup plus desservi. Son absence lui a beaucoup plus... Qu'est-ce qu'il en veut vraiment à Félix Tshisekedi au point de ne pas assister aux funérailles du père de la démocratie? Moi, je considère que Étienne Tshisekedi, c'est le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Je ne sais pas qui peut me le démentir. Qu'est-ce que Fayulu défend et qu'est-ce qu'il reproche au père de la démocratie au point de ne pas assister à ses obsèques, lui rendre un hommage mérité? Parce que le combat que Fayulu lui-même menait était une suite du combat de Étienne Tshisekedi. Ne pas participer, ne pas assister aux obsèques, en tout cas, à mon avis, ça lui a beaucoup plus desservi que de défendre son honneur qui n'existe pas. Président de quoi? Il est président de quoi? Rien. Oui, je comprends l'aîné, mais en même temps, à un certain niveau, on ne s'invite pas comme ça. Même si Alpha Condé, par exemple, ou Fonia Singbe était annoncé, je ne vais pas quand même prendre le contre-pied de ce qu'il a dit pour dire que forcément ils étaient invités. Mais même si vous vous invitez, il faut l'annoncer, il faut recevoir le OK. Parce que quand vous vous déplacez, il faut une certaine protection. Fayulu ou Martin Fayulu ne pouvait pas venir à l'entraînement et rester dans la foule comme un cuidam. Non. Quand même s'il n'est pas, moi je ne le considère pas comme président, encore comme président élu, même si nous tous nous doutons ou toute analyse sérieuse doute de la victoire d'Étienne Tshisekedi, de Félix plutôt, Tshisekedi, on ne peut pas le considérer aujourd'hui comme le président élu. Et donc, s'il vient, il n'aura pas forcément sa place aux côtés du président, à moins que par grandeur politique, l'actuel président l'invite à ses côtés. Et moi, je ne cesserai de le dire, ça a été une occasion manquée par Félix Tshisekedi. Il aurait pu inviter Martin Fayulu, le mettre à ses côtés, et je vous assure que c'est Kabila qui se sentira mal à l'aise, dans la mesure où Kabila a tout intérêt à ce que Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi et Kabila et Martin Fayulu plutôt ne puissent pas s'entendre. Et s'il le veut, ou bien il aurait aussi aimé que l'actuel président Félix ne puisse pas s'attendre avec Jean-Pierre Bemba ou encore Maurice Katumbi, pour qu'il demeure minoritaire et pour qu'il puisse compter sur son soutien afin de demeurer président. Donc, moi, je ne cesserai de le dire. Ça a été une erreur politique de ne pas inviter, même s'il ne fait pas l'invitation pour reprendre l'année en Afrique, on n'invite pas, on s'invite. Même si il ne s'est pas invité, lui-même peut l'inviter à venir honorer l'ancien Premier ministre de la RDC. Mais en fait, je ne serais pas du tout d'accord avec votre avis. Inviter quelqu'un à venir rendre hommage à une personnalité nationale, je peux le dire. Mais je le dis et je le maintiens, aux funérailles, on n'invite pas. Mais qui était quand même cette mais personnalité? Alors, on a quand même le père de l'actuel président dont vous contestez l'élection. On ne l'enterre pas en tant que père de l'actuel président. Est-ce que c'est détachable? En réalité, il est décédé bien avant les élections. Il aurait pu être enterré avant les élections. Ce n'est pas parce que... Alors, s'il avait été enterré avant les élections, est-ce que Fayulu aurait assisté aux obsèques ou non? Mais est-ce que c'est parce que le fils est devenu président qu'il conteste l'élection de Félix Tshisekedi, qui n'assiste pas aux obstacles du père? Ça, c'est très maladroit. Il aurait pu annoncer son arrivée pour que des dispositions soient prises. Mais s'il avait dit qu'il a annoncé et que cela n'a pas été fait, on lui donnerait raison. Je comprends les deux intervenants, tout en comprenant l'autre Constant et mon confrère Abel. Vous savez, dans la théorie de la constance, je crois que le respect du principe devient la règle. C'est ce que Abel a dit. Et c'est normal. Parce que je me dis, je suis président. Mais je me présente ça au funérailles en tant que qui? Il y a un autre président de ce même pays qui est là,
qui a invité ou funérailles auxquelles d'autres présidents assistent à ses côtés. Je suis là-bas en tant que qui? Ça, c'est la première approche. Maintenant, la deuxième approche qui peut un peu s'apparenter à ce que lui, il défend, c'est qu'en réalité, en Afrique, on n'invite pas à des funérailles, mais on informe. L'information voudra dire que j'ai perdu un parent, j'aurais souhaité que vous soyez à mes côtés. Mais dans la spontanéité, comme il le dit, on n'a pas besoin d'inviter, ni informer. Maintenant, si je décide moi-même d'y aller, j'informe quand même le président hôte que je serai là pour les raisons de protocole. Donc c'est en cela que je mets la poire en deux, pour les deux, pour les deux. Maintenant, moi je dis qu'en réalité, c'est vrai, Fayulu aurait pu gagner en allant à ces funérailles-là, par grandeur d'esprit. Et l'histoire retiendra, et il aurait pu prendre des galons politiques en assistant à ces funérailles, parce que il ne va pas, de façon intelligente, il ne va pas pour honorer ou à côté de Félix Tshisekedi. Mais c'est pour honorer le père de la démocratie, comme certains l'appellent, ou celui qui a enclenché le combat pour la démocratie aux côtés de contre Mobutu, Kabila et autres. Donc, ne pas y aller, c'est comme Fayulu est en déphasage avec ce principe démocratique qu'il veut défendre, alors que celui qui est en train d'enterrer défendait les mêmes principes que lui. Oui. C'est ce que j'ai compris. Il faut le dire tout de suite. D'ailleurs, Fayulu n'est pas le seul absent. Joseph Kabila n'est pas venu. Joseph Moïse Kabila n'est pas là. Katumbi non Katumbi et Bemba ne seraient pas en RDC actuellement. Mais j'ai lu quand même Moïse, le Fayulu, qui a regretté son exclusion. Visiblement, il a voulu être là et qu'on a refusé sa présence, ou qu'on lui a refusé d'être là. Donc il ne peut pas... Moi, j'ai pour habitude de lui dire, on a beau lire l'article 1er de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, du 26... universel. Donc, il y a eu d'abord celui du 26 août 1789, avant la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, où tous ces articles premiers proclament l'égalité entre les hommes. Mais moi, je dis c'est l'égalité devant la loi. Il y a un dicton populaire qui le dit, les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Moi, à Belcrousse, je peux me lever et aller suivre le procès, assister au funérailles de Tshisekedi et repartir sans rien du tout. Mais un Martin Fayulu ne peut pas se lever de sa maison et aller rester dans la foule, se recueillir comme tout le monde et rentrer. Ce n'est tout simplement pas possible. Il n'a pas dit qu'il a annoncé son arrivée, il n'a pas été accepté. Mais s'il dit... Il attendait qu'il soit invité. Peut-être. C'est ce que nous disons, non. Il faut aussi savoir si les autres ont été invités ou pas, ou si eux-mêmes se sont invités. Mais moi, en tout cas, connaissant un peu le protocole au niveau des chefs d'État, je ne suis pas sûr que... permettez à Akan Touadéra, par exemple, de la Centrafrique, s'est lavé, il a dit apprêtez-moi l'avion, il s'est lavé, il s'est jeté dedans, et il arrive en RDC et appelle son collègue pour dire voilà, je suis chez toi. Le protocole se fait. Une fois que c'est annoncé, toutes les dispositions protocolaires se prennent pour garantir à chaque autorité la sécurité minimale, pour les conditions minimales pour que vraiment sa présence ne passe pas inaperçue, ou du moins qu'ils se sentent dérangés par quelque incongruité que ce soit. Qu'il soit protégé. Fayulu aurait annoncé son arrivée, que des dispositions auraient été prises, mais entendons-nous bien, on ne peut pas prendre les mêmes dispositions comme s'il était président de la République ou bien président étranger qui arrive sur le sol congolais. Oui, on respecte son rang, mais on ne peut pas le mettre à la même loge que les présidents comme ils se réclament. Rapidement, deux choses, si vous permettez, juste deux petites phrases. La première, c'est que en réalité, personne ici ne peut dire si Fayulu a fait la demande et que ça a été rejeté. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a regretté qu'on ne lui a pas permis d'être là. C'est la seule chose. La seconde chose, s'il y a une personne qui croit plus dans ce monde que Fayulu ne peut pas être, en tout cas, n'est pas le président élu, reconnu comme tel en RDC, c'est lui-même d'abord. C'est sorti, tout ça, lui-même n'en croit pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais discuté, mais je vous assure que lui-même ne croit pas, puisqu'il n'est pas un petit. Excusez-moi l'expression. Il sait très bien que les dés sont pipés. Il ne peut plus
être le président en exercice de la RDC. Comme tel, je ne suis pas sûr qu'il va s'entendre à ce qu'on puisse lui dérouler le tapis rouge. Mais encore une fois, un nouveau président est venu, Félix Tshisekedi, il souffre d'un problème de légitimité parce que, quoi qu'on dise, la France a fait rebelote, mais plusieurs ont contesté, y compris la puissante Église catholique, ont contesté son élection. Il allait sortir grandi s'il invitait un Martin Fayulu bien honoré. Il va l'honorer pas comme un chef d'État, mais comme un candidat avec qui il a été aux élections et pas des moindres, arrivé deuxième position. On va passer maintenant au second sujet, c'est l'Algérie. En Algérie, la Cour constitutionnelle a jugé impossible les élections du 4 juillet. Elle l'a d'ailleurs annulé. Le Conseil constitutionnel donc algérien a annulé de facto dimanche l'élection présidentielle prévue le 4 juillet après avoir invalidé les deux seuls dossiers de candidature préconisant le prolongement du mandat du président par intérim qui se termine le 9 juillet. Ce scrutin était censé permettre l'élection d'un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Le Conseil constitutionnel rejette les deux dossiers de candidature déposés et annonce par conséquent l'impossibilité de tenir la présidentielle le 4 juillet. C'est ce qu'a indiqué l'institution dans un communiqué. Le Conseil a précisé qu'il revenait au chef de l'État par intérim de convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu'à l'élection du président de la République, Constant Lemou. C'était quand même un peu prévisible. C'était prévisible que l'élection présidentielle en Algérie ne puisse pas tenir le 4 juillet, ouais. Parce que le cadre général de la situation actuelle donc de l'Algérie ne permet pas d'organiser des élections sérieuses parce que la rue n'a pas du tout faibli et les différents tenors politiques, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition, personne ne semble véritablement être prêt pour aller aux élections. Même les deux candidatures qui ont été officiellement, entre griffes, rejetées par le Conseil constitutionnel n'étaient pas en réalité déposées dans le délai. Le délai était passé pratiquement avant que ces dossiers aient été déposés. Donc, d'une manière générale, tout est réuni pour que les élections n'aient pas lieu en Algérie le 4. Maintenant, les conditions posées par la rue. Je dis la rue parce que jusque-là, personne, aucun leader n'incarne cette rue et ses exigences. Et on se demande si jamais le pouvoir, le système actuel qu'on demande de dégager. Quand je m'amuse un peu à demander à la rue, bon, faites-nous la liste de ceux que vous ne voulez plus au pouvoir et qui incarnent le régime contesté. Je doute fort qu'on puisse véritablement dresser cette liste. Parce que quand on prend les grosses têtes algériennes, chacune a participé d'une manière ou d'une autre à la construction du système qu'on conteste aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut chercher, ce sont les conditions minimales d'organisation des élections transparentes. Et qui doit l'organiser? Même s'il faut mettre une commission indépendante, il faut quand même que pendant que l'élection présidentielle s'organise, que l'État ne meure pas. Il faut des gens pour diriger. Et on ne pouvait pas balayer du revers de la main tout le dispositif en place depuis plus de 20 ans et qui devrait incarner alors le pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, les exigences que pose la rue ne peuvent être satisfaites avant les élections présidentielles. Je voudrais, ou plutôt j'aurais souhaité, je ne suis pas algérien, je ne suis pas porte-parole politique algérien, je souhaiterais que vraiment chaque acteur et surtout ceux qui organisent les manifestations comprennent que seules les élections peuvent amener au changement qu'ils désirent. Mais des élections bien organisées et transparentes. Voilà, pas n'importe quelle élection. D'abord, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui est l'œuvre de la rue. Est l'œuvre des peuples, des populations qui ont fait d'émettre un régime qui est là. Un président, pas un régime, parce que le régime est encore en place. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est vrai. Mais le régime a une tête. Quand la tête est partie, c'est évident que le reste du peuple, le peuple demande à ce que tout le monde parte. Donc le régime est en train de partir, puisqu'il y aura un régime civil si les choses marchent sur les roulettes.
C'est ce qu'on ne constate pas. Le régime algérien, il a toujours été civil. Les généraux, c'est vrai, ils pilotent dans l'ombre, mais Oui. ils n'ont jamais véritablement pris le devant des choses. Maintenant, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les généraux ont pensé forcer les choses pour organiser les élections et imposer leur homme. Alors que ça ne passe pas. Ceux qui iront déposer la candidature, déjouant ainsi le piège du peuple, risquent d'être un Judas. Donc, ils ont vite compris de faire un recul en arrière, de prendre peut-être une autre stratégie, de jouer comme c'est le peuple. Ils sont en train de marcher sur les désirata du peuple. Alors qu'ils ont un agenda derrière. Parce que n'oublions pas que chaque entité est soutenue par l'étranger. Quand on prend ce régime-là, il y a peut-être, je peux ignorer la Turquie, l'Arabie Saoudite, bon, je ne sais pas. Il y en a des soutiens de part et d'autre, mais qui voudront pas que le peuple détienne tous les pouvoirs. Pour qu'eux, ils continuent à pas tenir les ficelles et diriger l'Algérie de l'extérieur. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour le faire. Comme ça se passe actuellement au Soudan avec des tueries. Donc aujourd'hui, je crois que le problème des militaires même devient un problème en Afrique. C'est vrai que les militaires, dans le cas du Togo par exemple, après 58, il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait rien du tout. Et Olympio avait demandé à ce qu'on ait au moins quelques poignées. On lui avait dit, il a dit non, il n'en a pas besoin. Mais il a eu quelques quinzaine, vingtaine d'armées de 300 personnes. Mais qu'il a compris finalement qu'il fallait avoir l'armée. Maintenant, on a l'armée pourquoi? Pour protéger le territoire. Mais le rôle de l'armée, la mission de l'armée devient difficile à partir de 63, où Sylvanus a été tué, a été assassiné. Et on comprend dès lors que l'armée n'est pas faite justement, forcément, pour protéger le peuple et le territoire. L'armée, elle est aujourd'hui là en Afrique pour sauvegarder les intérêts des multinationales, des néo-impérialistes et d'un clan oligarchique. C'est ce que j'ai compris. Si ça n'est ainsi, ces deux pays, l'Algérie et le Soudan, ne vont pas de sitôt quitter l'auberge. C'est ce que nous sommes en train de vivre au Soudan. Abel, l'élection présidentielle du 4 juillet, c'est vrai que dès que la date avait été annoncée, ça a été massivement rejeté par la rue. Mais on a vu le général Ahmed Gaïd Salah devant les choses insister. On eut cru qu'il n'y avait que lui seul qui croyait dans ce 4 juillet-là. Oui, je voulais en venir, mais avant, j'ai suivi avec... je ne sais pas quel adjectif utiliser, je ne veux pas dire beaucoup d'intérêt, mais j'ai suivi Ambroise la sévère réquisition contre les armées et peut-être celle africaine, puisqu'il a commencé par le Soudan et peut-être en faisant un clin d'œil à l'Algérie et peut-être au Togo, il ne l'a pas avant, je ne veux pas lui prêter des intentions. Mais quoi qu'on dise, l'armée fait partie des corps les plus organisés dans tous les pays. Et puis, quoi qu'on dise, où ce sont souvent les civils qui manipulent les armées. Et c'est ce que plusieurs oublient. Eux, ils ont les armes, c'est vrai. Mais tout militaire est assujetti à un civil. Ou, même si, à un moment donné, un militaire s'est fait passer pour un civil. Généralement, c'est ça. Ce qui se passe en Algérie, c'est, au fond, la confrontation entre une révolution rupture et une révolution continuité. Le général et ceux qui le soutiennent proposent au peuple algérien une révolution continuité parce qu'il a son intérêt. Il y a une révolution, mais quelques têtes vont tomber, ils vont jouer les boucs émissaires. Et donc, mais il y aura la continuité du système, notamment l'actuel président intérimaire et puis tout ce qui va... On connaît les élections dans certains pays en Afrique et on sait que c'est un homme du système qui va venir au pouvoir. Mais tout porte encore à que le peuple, encore une fois, ne peut que deviner, dans la mesure où l'aîné l'avait dit très brillamment, qu'il n'y a personne qui représente cette rue-là aujourd'hui. Donc on ne peut que présumer que cette rue-là demande une révolution rupture, c'est-à-dire on ne veut plus des anciennes pratiques, le peuple veut faire table rase du passé, et c'est ce que le général n'arrive pas à comprendre. Moi, à travers cette décision, notamment le rejet de la candidature de l'ingénieur et du vétérinaire, je me dis, tiens, le général ne contrôle visiblement pas le Conseil constitutionnel. Et que, moi je pense que cette décision n'allait pas arriver au moment d'un tout-puissant Bouteflika. Quoi qu'on dise, partout dans le monde entier, les cours constitutionnels sont politisés. Aux États-Unis, vous voyez la Cour suprême, tantôt en fonction des juges, il y a les conservateurs
qui ont la majorité, ou les républicains qui ont la majorité, il y a les démocrates qui ont la majorité. En France, naturellement, le Conseil constitutionnel, peut-être qu'on y reviendra après, a été créé pour le président de la République et contre le Parlement. Aujourd'hui, on voit toute autre chose. Et donc, il est constant que dans tous les pays, les conseils constitutionnels dépendent des réalités politiques du pays. Et donc, si aujourd'hui, malgré toute la volonté affichée de ce général, le Conseil constitutionnel a eu le courage d'annuler ou de demander le report de ces élections, c'est qu'il y a véritablement une révolution en Algérie. Et on verra avec le temps si ça serait une révolution, rupture comme le peuple le veut, c'est-à-dire on ne peut plus rien dépasser, de nouvelles quêtes, de nouvelles pratiques, ou si ça sera une révolution, continuité, comme le général en veut, c'est-à-dire il y a des têtes qui tombent, il y a de petites choses, des réformettes qui seront faites, mais les hommes qui ont toujours fait ce régime-là resteront soit devant les caméras ou derrière les caméras. D'accord, on va aller à la pause. On revient après le journal.